Peggy 16. Salut à tous. Tout d'abord, et avant de pénétrer le cœur de notre humble étude, une petite présentation sous forme de note d'intention s'impose. Cela fait longtemps que je souhaite réaliser une vidéo en collaboration avec Rachel. Vous la connaissez pour nombre de ses illustrations, l'avatar de la chaîne entre autres choses, et quelques cartes s'imprimant magiquement, convoquant toutes les histoires tout droit sorties de son imaginaire fertile. Nous avons longtemps réfléchi. Et c'est suite à la découverte du travail d'un vidéaste de la plateforme sur l'art vidéoludique qu'elle est venue me proposer un projet de réflexion autour du jeu vidéo. J'ai déjà pu en parler ça et là sur la chaîne, sans vraiment creuser le sujet. Plutôt dans une démarche de comparaison avec l'expression cinématographique. Il m'a donc paru nécessaire d'aller plus loin, et d'enfin traiter la chose de manière précise et rigoureuse, avec le concours d'une vraie connaisseuse en la matière. Je suis joueur, certes, mais la culture de ma chère et tendre est indéniablement bien plus étendue que la mienne. Alors, dans un premier temps, coucou Rachel, et bienvenue sur la chaîne, installe-toi confortablement, tu es chez toi. Salut Romain, salut à tous. J'espère que cet échange sera riche et vous apportera tout un tas de pistes de réflexion sur votre pratique de ce qui constitue, à mes yeux, l'art le plus complet. Alors bien sûr, on tient à vous prévenir d'avance que tout ce qui sera évoqué dans la vidéo sera forcément non exhaustif, mais on essaiera de faire au maximum le tour de ce qui, pour nous, est le plus important. Et au passage, peut-être que ce premier essai ouvrira sur d'autres échanges, peut-être podcastiques, comme j'aime à le dire, ponctuels sur des œuvres vidéoludiques précises qui nous tiennent particulièrement à cœur. Mais trêve de considérations introductives, lançons-nous dès lors dans notre entreprise. En guise d'introduction, peux-tu me raconter quels sont tes premiers souvenirs de jeux vidéo ? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier si l'on peut dire ? Quand j'étais petite, on partait pendant les vacances chez mes grands-parents et on avait 8 heures de route. Donc mes parents ont décidé de nous acheter une Game Boy pour nous occuper. Et c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir pas mal de jeux et notamment des platformers. Mais c'est véritablement quand mon grand frère a une PlayStation que le déclic a eu lieu. En effet, je l'ai suivi pendant toute son aventure dans Final Fantasy VII. Et donc, j'ai commencé, comme beaucoup, à regarder quelqu'un jouer. Et d'ailleurs, c'est pour moi une autre manière d'apprécier le jeu vidéo. C'est une expérience différente, mais tout aussi légitime et digne d'intérêt. En le regardant jouer, j'ai immédiatement compris la puissance du jeu vidéo comme un véritable vecteur d'émotion et d'imaginaire. C'était un truc de fou, l'écriture, la mise en scène, la musique, les personnages, la direction artistique, la manière très spécifique dont le jeu vidéo nous immerge dans son univers. Alors, je dis pas que les platformers genre Mario ou Crash Bandicoot ont pas tout ça, bien au contraire, mais c'est vraiment Final Fantasy VII qui m'a définitivement fait adopter un nouveau point de vue sur le jeu vidéo et le considérer vraiment comme un art à part entière. Et du coup, c'est quelques années plus tard que je me lançais toute seule dans mon premier Final Fantasy VIII, et donc ce fut d'autant plus bouleversant que maintenant j'étais joueur, et donc je vivais le gameplay, l'immersion et les émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que Final Fantasy VIII, c'est mon Final Fantasy préféré. Tu pointes ici quelque chose d'intéressant sur lequel nous allons revenir très bientôt. La spécificité du médium, dont il me semble nous avons
déjà un peu parlé sur la chaîne concernant le cinéma. Pour ma part, la Game Boy a également été ma première approche du jeu vidéo. Puis, assez vite, la PlayStation est arrivée. Pour ma part, c'est le cinéma qui m'a mené de façon assez naturelle au jeu vidéo. D'ailleurs, mes premiers jeux sur console étaient des adaptations d'univers issus du cinéma, comme un prolongement de ces derniers dans un autre médium au sein duquel je pouvais interagir, devenir les héros que le cinéma m'avait fait adorer. Il y avait ce côté film dont vous êtes le héros. À l'époque, je consommais d'ailleurs en quantité astronomique des livres dont vous êtes le héros. Je considère donc que ma première véritable expérience de joueur est le FPS, à l'époque le Doom-like, Alien Trilogy sur PlayStation, adaptation des 3 premiers opus de la saga Alien. Comme toi, j'avais beaucoup regardé quelqu'un d'autre jouer avant, en la personne de mon grand cousin, et plus tard, c'est mon petit frère qui m'a suivi lorsque je jouais et qui depuis s'est aussi lancé en solo. Je pense qu'il m'a fallu du temps pour concevoir le jeu vidéo comme indépendamment du cinéma. Et aujourd'hui encore, les deux médias se nourrissant continuellement, je ne peux m'empêcher de tisser des liens indéfectibles. Il me semble cependant que ce sont mes nombreuses runs dans Resident Evil 2 sur PlayStation qui, même si l'œuvre est un hommage appuyé au cinéma de Romero, m'ont fait ressentir la spécificité du médium vidéoludique. Au-delà du fait d'être le héros d'une déclinaison ultra référentielle d'un film de zombies, reproduisant par exemple les angles de caméra vus au cinéma, de la jouissance de cinéphile donc, l'angoisse émanait avant tout du level design, le plaisir de l'ingéniosité des boucles de gameplay. Finalement, l'enrobage cinématographique cachait quelque chose de plus profond, propre aux jeux vidéo. Alors justement Romain, tu parles beaucoup de la spécificité du médium, mais tu penses pas qu'il serait temps qu'on creuse un peu ça ? Tout médium a sa spécificité. Si on le traduit littéralement, un médium est un moyen, et tout moyen sert une fin. En ce qui concerne l'art, on peut s'accorder sur le fait qu'il ne vise aucune fin extérieure à lui-même. L'art a pour but l'art. Selon le support, cependant, l'expression et la pratique artistique témoignent de certaines spécificités propres à la technique qu'il utilise, pour raconter une histoire, véhiculer des émotions, transmettre des idées. Au cinéma, et je ne prends pas cet exemple par hasard puisqu'il s'agit du médium le plus traité sur la chaîne, mais également parce que, comme le jeu vidéo il s'agit d'un art industrie, la mise en scène, passant par le prisme de la caméra, ses mouvements, les plans et leurs agencements grâce au montage, les séquences permettent une perception du réel que seul cet art peut donner. Pour reprendre la théorie de Dziga Vertov, l'œil machinique révèle une vérité que seul lui peut révéler et que l'œil humain ne peut percevoir. C'est dans l'hybridation entre l'œil humain, qui perçoit ce que l'œil machinique révélateur a capturé, que réside l'expression artistique singulière du 7e art. Dès lors, le cinéma ne traduit pas la réalité, mais la réalité du cinéma, par rapport à sa spécificité. Et en même temps, le cinéma emprunte un peu à tous les arts qui, historiquement, le précèdent, mais comme le jeu vidéo. C'est une synthèse de dessin, d'architecture, d'écriture, d'images en mouvement, d'animation, de mise en scène et de musique. Il est en quelque sorte une synthèse sans pour autant s'y substituer. Du coup, on pourrait considérer le jeu vidéo comme l'ultime marche de l'histoire de l'art et de la technique, au sens où il constitue un ensemble de langages artistiques, de la littérature au cinéma, en y ajoutant sa propre spécificité qui est l'interaction et l'immersion. L'interaction avec un univers ou une diégèse et l'immersion en leur sein est propre à toutes les expressions de la narration artistique. Mais c'est justement en particulier pour servir ces fins que va se mettre en pratique la spécificité du médium. Dans le cas du jeu vidéo, le récit et les émotions qu'il va susciter chez le spectateur vont passer avant tout par le gameplay, et la façon dont le game design va nous amener à en user. Au cinéma, c'est la mise en scène cinématographique qui est vecteur de sens. Dans le jeu vidéo, il s'agit de la façon de jouer, d'interagir avec le cadre vidéoludique imaginé et agencé par les développeurs qui en produit. Comme au cinéma, nous n'avons pas forcément besoin de paroles. L'image seule et la mise en scène peuvent nous dire des choses. Elles doivent se suffire à elles-mêmes. Le game design doit nous parler sans avoir recours à de la littérature.
Dans les premiers Mario, tout est affaire de game design. On ne nous explique pas qu'il faut sauter et taper sur les points d'interrogation pour obtenir quelque chose, mais également sur les ennemis pour les tuer, le rôle des champignons, des étoiles. Tout est intuitif. Le saut est le fondement du gameplay et l'univers est conditionné par ça. Il est construit pour mettre naturellement en pratique cette caractéristique du personnage. Et allons plus loin, mais nous y reviendrons plus tard, il y a indéniablement du lien entre game design et esthétique. Si tout est fluide, si les boucles de gameplay s'enchaînent sans encombre, aussi simples soient-elles, et l'exemple de Mario est parlant, alors l'immersion est totale et le ressenti du beau peut immerger. Quelque chose qui viendrait rompre l'harmonie entre gameplay et game design viendrait donc rompre l'immersion et le sentiment esthétique. Il n'y a rien de pire qu'un jeu qui nous confronterait à l'échec parce que son gameplay est mal calibré, ou son game design contre-intuitif. Effectivement, cela viendrait à briser l'immersion et donc les émotions que le jeu veut produire chez nous. Si l'on perd, il faut que cela soit dû au fait que nous ne maîtrisons pas encore le jeu et ses arcanes, les lois de l'univers arpenté, et cela doit justement nous pousser à nous entraîner. Nous aurons ainsi la pleine satisfaction lorsque nous parviendrons à franchir les obstacles. Là, l'émotion sera vidéoludique, ce qui n'est pas le cas de la frustration inhérente à des soucis techniques. À ce titre, au cœur des jeux From Software, les Souls et Bloodborne, l'échec répétitif, le die and retry qui a redonné ses lettres de noblesse à la mort dans le jeu vidéo, fait partie de l'expérience émotionnelle et est au fondement de l'univers arpenté par le joueur. Mais jamais il n'est vécu comme une frustration extra-diégétique dans la mesure où le gameplay est calibré avec un soin extrême. Toute erreur, ou presque si on accepte quelques soucis de caméra, est imputable au joueur. Comme tous les arts, mais en tant plus particulièrement qu'art industrie, le jeu vidéo est affaire de technologie. La technologie, contrairement à la pratique artistique pure, sert un but extérieur à elle-même. Ainsi, la quête guidant l'évolution du jeu vidéo dans un premier temps est certainement celle du photoréalisme. Dire d'un jeu qu'il est beau, il y a quelques années encore, revenait à dire qu'il était bien fait, c'est-à-dire proche du réel. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le progrès technologique est tel que l'histoire du jeu vidéo, parce qu'elle se déroule finalement sur une période courte par rapport à l'histoire des autres arts, le jeu vidéo est un art, à ce titre, jeune, a déjà atteint une forme d'accomplissement technique. La motion puis la performance capture, quand même elle parcourt encore la vallée de l'étrange, a permis de gravir une nouvelle marche vers le réalisme, et non des moindres. Et parvenu à ce niveau, accessible cependant à des gros distributeurs, car la technique de pointe coûte cher, la technique a pu laisser place à une explosion des notes d'intention artistiques et graphiques de plus en plus indépendantes, de la même façon que le cinéma de studio a vu se développer une production indépendante. Le jeu indé émanant donc de studios indépendants, parfois amateurs, comptant un nombre de développeurs extrêmement réduit. On peut prendre l'exemple de la Team Cherry et de leur incroyable Hollow Knight au style graphique singulier, un Metroidvania en 2D financé sur la plateforme Kickstarter. Le jeu est l'œuvre de 3 développeurs et d'un musicien australien passionné. Il a tout d'abord rencontré sur le moyen terme un bon succès commercial et a fini par atteindre, près de 2 ans après, plus de 3 millions d'unités vendues. La démocratisation des outils techniques pour créer du jeu vidéo, sans pour autant avoir des connaissances de codeur, a mené à l'explosion de la production. Encore une fois, un peu à la manière du cinéma, aujourd'hui, tout le monde peut tourner un film, ne serait-ce qu'avec son téléphone. Et pour revenir à l'approche esthétique, artistique et philosophique, la quête de réalisme étant quasiment achevée, le jeu vidéo, déjà, passe à la déconstruction graphique, narrative, méta-vidéoludique. Le jeu vidéo questionne le médium qu'il est, sa spécificité dont nous parlions plus tôt, le rapport que le joueur entretient avec lui, sa responsabilité vis-à-vis des récits et des imaginaires qu'il explore pour mieux se questionner sur sa propre réalité. En cela, le jeu vidéo n'est pas une fuite hors de la réalité, mais plutôt une confrontation à celle-ci. Et pour le coup, le choix d'un visuel photoréaliste, allié à un gameplay et à des mécaniques narratives permettant aux actions du joueur d'avoir des conséquences sur l'univers proposé, peut brutalement nous ramener
grâce à l'immersion et aux émotions suscitées à notre moralité vacillante. Il s'agit bien là des bienfaits de la catharsis. The Last of Us 2 en est un parfait exemple. Son hyperréalisme cru, à la pointe de la technologie, renforce sa réflexion sur la vengeance. La précision chirurgicale du rendu des expressions faciales des personnages, agonisants, leur regard terrorisé lorsque Ellie leur tranche la gorge, fait se côtoyer chez le joueur la jouissance et le malaise. La technique sert ici le propos. Ce qui n'empêche pas, à l'opposé le pixel art, Minecraft par exemple, de produire chez le joueur autant d'émotions. Il devient acteur, artiste du jeu. Il peut construire, déconstruire l'environnement autant qu'il le souhaite. Comme si les programmeurs leur avaient fourni des outils pour s'exprimer. Comme si le jeu proposait un retour à la base archaïque du jeu vidéo. Ces deux exemples témoignent, selon moi, à merveille de la richesse de cet art. Ici, nous nous proposons, fort des quelques points conceptuels développés au cours des 2 premières parties, de nous lancer dans une approche plus concrète, de faire un petit tour d'horizon des œuvres qui ont pu nous marquer dans l'histoire du jeu vidéo, en essayant d'en faire ressortir ce qui, pour nous, fait du jeu vidéo et de ses œuvres singulières, uniques, un art accompli. Et j'ajouterai une petite chose à ce sujet, le jeu vidéo, comme le disait Tarkovsky du cinéma, n'est nullement un melting pot des autres arts, mais un art à part entière, qui se nourrit des autres, sans que cela ne remette en cause son caractère unique. J'aimerais tout d'abord revenir très vite sur un point qui me semble important. Le jeu vidéo est un divertissement. Il peut, légitimement, être pris comme un bien de consommation, un produit. Et nous n'omettons, à ce titre, pas de jugement de valeur sur ceux qui en font cet usage. Cependant, il est bien plus que ça. Comme tous les autres arts, il a d'autres vocations que de simplement faire passer le temps. Le jeu vidéo peut nous mener au sentiment du beau, peut nous filer les poils en imbriquant toutes les formes d'art. Le graphisme, la musique, l'écriture, la mise en scène, tout cela harmonisé avec le game design et le gameplay, le tout créant une cohérence esthétique unique à la base d'un univers et des lois qui le régissent. Et la synthèse de tous ces éléments mène à l'immersion. L'immersion, c'est ce qui va nous pousser à la curiosité, à l'exploration. Aujourd'hui, la profusion des open world tend à pousser de plus en plus loin cette immersion propre aux jeux vidéo, donnant l'illusion d'un univers qui semble vivre sans nous et qui évolue avec nous. Petite parenthèse. Comme dans le cinéma, et dans tous les récits d'ailleurs, il me semble que ce n'est pas la cohérence mais la vraisemblance qui est le ciment de l'immersion. Question de vocabulaire. Un univers de jeux vidéo doit être cohérent vis-à-vis de ses propres règles, et donc vraisemblable, semblable à ce qu'il serait s'il était vrai. Ainsi, un jeu qui viendrait brutalement changer ses règles, pour les besoins de la narration par exemple, ou parce que le gameplay est calibré avec le cul, marquerait une rupture de contrat avec le joueur et romprait l'immersion. De même, pour revenir à la question technique, ce n'est certainement pas le photoréalisme qui produit l'immersion, mais l'adéquation entre l'univers, le style graphique et le gameplay. Si tout est vraisemblable, c'est-à-dire encore une fois cohérent avec lui-même, alors l'immersion fonctionne. Mais justement, pour revenir à ce que tu disais concernant l'esthétique et l'immersion dans un univers, est-ce que tu as des exemples précis ? Je parlais en introduction de Final Fantasy. Presque chaque épisode propose un univers différent, singulier, à la manière d'une anthologie d'œuvres de fantasy. Et en même temps, il y a des éléments, de bestiaires par exemple, qui reviennent systématiquement et font l'identité de la saga. Les chocobos, les mogs, les chimères, mais aussi des mécanismes de gameplay, des modèles d'écriture, un compositeur commun, et même un thème commun, qui a su évoluer à travers l'histoire. Dès lors que l'on se plonge dans un épisode, on est immergé dans quelque chose que l'on connaît, et pourtant à chaque fois c'est un nouveau voyage. L'immersion est ainsi facilitée par un fil d'Ariane qui semble nous guider dans ces univers tous uniques, mais témoignant d'une même impulsion artistique.
un cadre dans lequel la création demeure toujours possible. Et ce cadre évolue avec son temps. Dans les combats, avec du tour par tour entre autres, conditionnés par des contraintes de développement à l'époque, on passe à partir de Final Fantasy XII à un gameplay plus dynamique, en temps réel, qui encore aujourd'hui ne cesse d'évoluer, et cela garantit également l'immersion. Les franchises qui s'étendent tout au long de l'histoire du jeu vidéo sont intéressantes à réfléchir de manière rétrospective. Resident Evil a évolué un peu de la même façon. D'une approche rigide de l'action dans des décors en 3D précalculés, on est passé à la 3D temps réel permettant une plus grande liberté de mouvement, une ouverture à une exploration davantage immersive. Ce qui n'empêche pas les premiers opus de conserver leur puissance, et à moult développeurs aujourd'hui de poser dans leur note d'intention un retour à ce gameplay d'antan. Pour reprendre l'exemple de la rigidité qui était avant le symptôme d'un manque technique, elle devient maintenant un choix qui convoque tout un tas d'émotions inhérentes à ce gameplay à l'ancienne. Preuve encore une fois que l'émotion dans le jeu vidéo passe avant tout par le gameplay, qui nous raconte quelque chose au-delà même de l'écriture, comme la mise en scène au cinéma. Ajoutons que, comme au cinéma, les premiers survival horror misaient sur l'ambiance et la suggestion, plutôt que sur la monstration et le spectaculaire pour booster l'imaginaire des joueurs face à des moyens et capacités techniques limités. Pour justement parler des limites techniques, je reviens sur les open world, qui sont de plus en plus prisés par les joueurs parce qu'ils donnent une impression de liberté supplémentaire. Plus besoin de suivre la quête principale, ou une quête tout court, le joueur peut se laisser aller à son goût de l'exploration. On lui offre la possibilité de découvrir l'univers comme il le souhaite. À ce titre, Zelda Breath of the Wild, et il n'est pas le premier, mais il en propose une sorte d'expression définitive, nous propose de prendre le jeu comme on le souhaite. Comme dans Oblivion ou Skyrim, de partir à l'aventure par le prisme de sa subjectivité. Il nous incite à vivre notre propre expérience. Ce petit élément du décor, ce lieu perdu au fond de la carte, cette montagne dont la cime semble tutoyer les nuages, cette ruine abandonnée, les développeurs nous encouragent à nous y rendre, et la démarche est toujours récompensée. L'idée est de proposer aux joueurs une aventure unique, une expérience propre à chacun, une impression d'être le seul à avoir emprunté cette voie, et que cela nous a forgés. Dans la lignée des livres dont vous êtes le héros, petit, le jeu vidéo nous permet de manière concrète de devenir un héros par les trajectoires empruntées, par nos choix, et peut-être par cela à devenir nous-mêmes. L'open world n'est pas pour autant la condition sine qua non d'un grand jeu, loin de là. Mais il est une nouvelle approche rendue possible par des progrès techniques et permettant de raconter et de jouer les histoires autrement. Dans une certaine mesure, à l'inverse de cette démarche amenant à une liberté de mouvement grandissante, et en tant que peut-être successeur au FMV et au point and click, les jeux narratifs se développent de plus en plus. L'idée étant de proposer une expérience non de pure liberté de gameplay, en interaction avec du game design, mais plutôt un enchaînement de cinématiques instaurant des choix multiples lors des phases de dialogue ou des embranchements narratifs principaux. Ainsi, sur la base d'une arborescence plus ou moins complexe, le joueur a l'impression de bouleverser le récit par ses choix, et d'être le créateur de son propre film. Que ce soit au cœur des jeux développés par Quantic Dream, Telltale ou encore Dontnod, la part belle est faite aux choix moraux ouvrant sur une pluralité de fins possibles au récit proposé. Les séquences d'action en temps réel, dans lesquelles le joueur interagit directement avec le jeu, sont souvent limitées au minimum par un soupçon de point and click et surtout moult QTE. L'anthologie Life is Strange du studio Dontnod est certainement le cas le plus passionnant. Non qu'il comporte une arborescence vertigineuse, bien au contraire, mais il est indéniablement celui qui hybride le mieux son approche cinématographique avec son gameplay, rudimentaire, mais porteur de sens et d'émotion avant tout. Justement, le gameplay intervient à des moments clés du récit, pour renforcer l'implication émotionnelle du joueur, qui n'est donc jamais simple spectateur. La réussite de ce genre de projet ne réside pas dans la multiplicité des embranchements et des fins possibles, mais dans l'écriture globale et les moments choisis pour faire intervenir notre volonté sur des choix cruciaux. Ajoutons à cela que Life is Strange est un modèle de création d'univers unique,
référentiels, Twin Peaks par exemple, de notes d'intention graphique et de mise en scène. Il a parfaitement compris ce que la spécificité de la grammaire du cinéma, mais aussi de la série, peuvent apporter à celle du jeu vidéo. Mais Life is Strange est et demeure un vrai jeu vidéo, puisque les émotions sont principalement appuyées et donc véhiculées par le gameplay, quand bien même celui-ci est extrêmement simple. Et c'est justement parce qu'il est distillé avec parcimonie et grâce à un savoir-faire indéniable de l'écriture que quand il advient, il est d'autant plus puissant. Bien sûr, comme tout art, le jeu vidéo évoluant, grandissant, atteignant une certaine maturité, aborde de plus en plus de thématiques et brasse donc de plus en plus d'émotions pour finalement exprimer l'humain dans toutes ses dimensions. Silent Hill 2 était déjà en 2001 une plongée vertigineuse dans la psyché malade de son protagoniste, révélée par une production design suintant par tous ses pores une humanité déliquescente. Les 3 premiers opus de l'épopée God of War, au-delà du beat'em up sauvage, se révélaient d'emblée un exercice de mise en scène hallucinant et génialement empoulé, repoussant les limites du cinéma d'action par le recours à des travelling et autres caméras portées impossibles, tout en proposant une réinterprétation de mythes fondateurs et une profondeur philosophique inattendue, questionnant l'homme et son rapport au divin. Rachel parlait de Life is Strange, le harcèlement scolaire, le suicide, le handicap, le racisme et la politique trumpiste. Le jeu vidéo se saisit des thèmes propres au contexte sociopolitique de son époque, nous parle donc de notre monde, interroge, dénonce, milite, réfléchit comme tout art. Il est un miroir de son temps, qui n'hésite pas à le questionner de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, s'y ancre frontalement ou au contraire, use du détour narratif et de son gameplay qui développe son propre système symbolique pour s'engager. Pour terminer, bien loin de nous isoler, le jeu vidéo est un lieu de rencontre avec autrui. Tout d'abord, comme les autres arts, on peut en discuter, débattre, s'exprimer autour d'une œuvre, mais l'expérience du jeu en réseau prend de plus en plus d'ampleur et en même temps des formes multiples, du Battle Royale, dans lequel 100 joueurs s'affrontent comme dans Fortnite ou PUBG, à Tetris, en passant par des questionnaires de culture générale, et dans ce cas, pourquoi pas citer le maître des fleurs, le Battle Royale de la culture générale, mis en œuvre par le streamer Ponce. Finalement, on n'a peut-être jamais autant joué ensemble. Le jeu vidéo est devenu avec le temps un art participatif et collectif. Le MMORPG témoigne à merveille d'une pratique communautaire du jeu vidéo dans un univers en constante évolution. On ne peut plus vivant parce que parcouru continuellement par des milliers de joueurs s'entraidant pour accomplir des quêtes. C'est sur GTA que le roleplay a pris définitivement forme. Le jeu de rôle a pu s'immiscer au cœur du jeu vidéo. On parlait plus haut d'hybridation entre cinéma, série et jeux vidéo. Le RP sur GTA a permis de convoquer d'autres arts à la fête, l'écriture, le théâtre et le jeu de rôle, ce dernier qui s'est d'ailleurs au même moment invité et grandement développé sur Twitch. Le jeu vidéo qui a comme spécificité cette approche singulière de l'interaction avec son univers semble pousser toujours plus loin le concept puisque, à ce stade, le joueur peut interagir sur la matière vidéoludique de manière méta-vidéoludique, être le créateur de son propre jeu. C'est quel âge à l'arrière? On a 16 ans. Non, on a 21 ans. On a 25 ans chacun. 21 ans. Détachez votre ceinture tout de suite. Détachez votre ceinture immédiatement. Je peux pas sortir. Fabien, tu sors de la voiture. Il est juste dans son ombre, on est plus Non, 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 non. on a autre chose à foutre que de dire. Écoutez, Mais on a nos cartes. mais... Bah justement, on ne peut pas vous vendre de l'alcool si vous avez moins de 21 ans. Mais on a plus, on a plus, on a plus. pas d'argent. Non, vous avez dit que vous avez 16 ans. Bouge là. Bouge pas. Bon, on y va à pied, hein. Putain. On laisse tomber le fourgon. Là, on doit se protéger là, on doit protéger les gens. Oui, dites-moi. Oui, capitaine, RPD, Weather News, je vous appelle. Oui. Mon hélicoptère a retrouvé le camion manquant. Ah d'accord, vous pouvez mettre le point. Allô? Allô. Lève-toi. Allô. Ouais, ça serait con de se faire écraser sur l'autoroute en traversant. Putain, moi je veux une vraie mort de super-héros. Hermana. Quoi? Si tu meurs, je mourrai. Attention! Je me permettrai, pour terminer, un petit parallèle avec Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018, qui finalement ne fait qu'aller dans ce sens, dans la mesure où il décrit l'Oasis comme ce terrain de jeu infini dans lequel chacun amène ce qu'il est avec la culture qui l'a construit. Ainsi, l'Oasis est un immense patchwork de références culturelles qui ne sont nullement vides dans la mesure où elles constituent le miroir de ce que nous sommes.
Regarder du RP sur GTA, c'est finalement contempler une colossale mosaïque de pop culture qui traduit une multitude d'identités et de points de vue sur le monde et qui pourtant décide de créer ensemble une grande œuvre commune, unique, confluence de tant d'imaginaires différents aux ramifications vertigineuses. Nous en arrivons donc à notre conclusion. Il est évident que nous n'avons fait qu'entrouvrir la porte, mais nous espérons que ce que vous y avez découvert constituera peut-être, pour ceux qui comme nous ne sont pas tombés dans la marmite quand ils étaient petits, le premier pas vers la découverte. Et c'est justement une grande chance pour certains de ne se lancer à l'aventure que maintenant, tant il y a à explorer. Dès lors, que vous soyez novice ou confirmé, nous souhaitions avec Rachel vous faire part de l'importance capitale qu'a eu cet art pour nous. Il a participé à notre construction. De façon très personnelle, j'ai contemplé cinéma et jeux vidéo marchant main dans la main depuis mon plus jeune âge. Je les considère comme deux disciplines artistiques jumelles qui semblent évoluer ensemble depuis déjà quelques années, sur le fond comme sur la forme, pour nous transmettre 1001 émotions. Évidemment, si vous suivez la chaîne, vous savez combien le cinéma de genre, et plus particulièrement le fantastique et l'horreur, sont importants à mes yeux. Eh bien, le jeu vidéo a indéniablement apporté sa pierre à l'édifice dans le domaine, a creusé son propre sillon en y important cette fameuse spécificité de laquelle vous êtes maintenant coutumier. De Silent Hill à Condemned, en passant par Resident Evil et Dead Space, sans oublier moult adaptations d'œuvres cinématographiques horrifiques, mais également Lovecraftiennes plus ou moins officielles, Call of Cthulhu, mais également Bloodborne, le jeu vidéo a participé et participe encore de manière fondamentale à l'histoire du fantastique, nous permettant de vivre ces récits et ces univers tellement chers à nos cœurs de fantasticophiles d'une toute autre manière, tout aussi incroyable. Je vous parlais concernant Ready Player One de Spielberg, qu'il témoignait du fait que nous sommes tous une mosaïque culturelle en constante évolution, qui ne cesse de se nourrir d'art pour en tirer notre essence continuellement à venir. Nous nous sculptons ainsi avec l'art que nous côtoyons, que nous explorons. Le jeu vidéo, comme toute expérience artistique, une fois vécue, nous marque à vie, se grave définitivement sur notre rétine, bouleverse nos émotions, mais par ses prismes, c'est avant tout notre âme, dans son entièreté qui se voit transformée, et jamais plus elle ne sera comme elle fut avant l'exploration de l'œuvre. J'avais envie de faire cette vidéo avec Romain pour montrer et essayer d'expliquer mon amour du jeu vidéo et en quoi c'est un art à part entière. C'est mon art préféré et ma passion première, car tout d'abord, il stimule tous mes sens, le toucher avec la manette ou le clavier, l'ouïe avec la musique, la vue, et il me demande une grande capacité de concentration. Et surtout, il me permet de m'immerger, d'interagir dans un monde qui me plaît. Qui n'a jamais eu envie, en admirant une peinture, de se plonger pour de vrai dans l'œuvre et d'interagir avec les éléments présents? Eh ben, dans le jeu vidéo, c'est possible, et l'expérience est juste incroyable. Petite, le jeu vidéo me permettait de fuir la réalité, mais maintenant, il me permet quelque chose de différent. Aimer le monde et la réalité qui m'entoure. Un jour, je dessinais et j'écoutais en même temps une musique de Zelda Breath of the Wild et je me suis mise à penser au jeu, à son univers. Je me suis dit, ce sont des êtres humains, des gens comme moi qui ont créé tout ça, avec leur imaginaire et les éléments du réel. Je me suis alors sentie proche d'eux et reconnaissante qu'ils embellissent le monde et ma vie, qu'ils puissent inventer des choses aussi belles et merveilleuses avec le monde qui les entoure. Les jeux vidéo m'aident également à me construire et faire face à des situations. Je pense notamment aux jeux Life is Strange qui m'ont pris aux tripes avec leurs thématiques lourdes, le harcèlement, le deuil, l'amitié, les relations toxiques, le racisme. Ils m'ont ouvert les yeux sur l'importance de l'instant présent et les conséquences de nos actes. Dans un jeu vidéo, tu ne fais qu'un avec le personnage, tu l'incarnes, tu t'identifies à lui, on vit les événements à deux et on les surmonte ensemble, on s'entraide et on grandit. Et je ne suis donc jamais la même quand j'ai fini un jeu. En résumé, les jeux vidéo me font vivre ma meilleure vie dans des univers magiques et me font passer des moments inoubliables.